Je voulais vraiment faire une introduction pour tous les nouveaux qui viennent nous voir aujourd'hui. Et en cette effectivement nouvelle année universitaire 2023-2024, la chaire de philosophie renouvelle ses propositions d'ouverture de la pensée au Sèche Clermont-Ferrand et tout au long de l'année, hein. Car nous pensons réellement que le rôle de la philosophie est de contribuer à une amélioration par la réflexion des processus de décision médicale auxquels les équipes ont à faire face. En fait, le souci de chaque soignant est de mettre toujours chaque homme, chaque femme hospitalisée ou venant en consultation au cœur de la prise en charge. Mais le système hospitalier est très souvent opaque, contraignant et de plus en plus violent. Aussi, les problématiques soulevées au sein de l'hôpital et auxquelles se confrontent depuis longtemps les soignants, mais tout seuls. Ensuite, ils ont été aidés par ceux qui s'intéressent à l'éthique et maintenant aux philosophes, par les philosophes, ils sont aidés et par les réflexions qu'elles permettent de produire, hein, ces problématiques, et produire surtout en commun. Ceci peut aboutir à dépasser et à les dépasser pour une prise en charge de qualité dans un environnement serein. Et donc cette expérience a débuté en 2019, ça fait quand même déjà pas mal d'années. C'est un laboratoire d'idées avec une expertise locale qui a survécu tant bien que mal à la pandémie Covid et maintenant qui voudrait vraiment se relever. Et c'est votre présence, votre engagement pour une réflexion partagée qui permettra que cette ouverture de la pensée, cette chaire de philosophie à l'hôpital perdure. Voilà. Donc aujourd'hui, la séance va débuter par une allocution d'Alain Petit, que vous voyez tous, Vie et mort des maladies mentales, le cas de la schizophrénie. Donc je vous laisse la parole pour cet exposé qu'on attend depuis longtemps maintenant, puisque déjà l'année dernière, vous deviez le produire et ce n'a pas été possible. Je vous remercie. Merci, merci Christine, et merci à la chaire, merci à tous ceux qui ont permis que cette séance ait lieu malgré tout, hein. Mais notre obstination doit payer. Alors, je l'ai intitulé Vie et mort des maladies mentales, le cas de la schizophrénie. Il peut paraître surprenant, je comprendrai la surprise des auditeurs, si l'on parle d'une vie et d'une mort des maladies mentales. Est-ce qu'il ne s'agit pas de réalités qui ont préexisté à leur analyse et qui pourraient survivre aux mêmes analyses? Est-ce que ce ne sont pas des réalités constantes, que le temps ne saurait ni faire apparaître ni faire disparaître? Est-ce qu'on ne peut pas faire fond, à cet égard, sur un parallèle avec les maladies dites organiques, si l'on admet bien sûr que persiste la différence entre des maladies organiques et des maladies dites mentales, ce qui, présentement, peut-être, n'est pas aussi pas évident que ça a pu être dans le passé. Et pourtant, cette réalité déterminée de maladies mentales, d'une part, et ce parallèle avec les maladies organiques, sont loin d'aller de soi. Et c'est le point de départ, si vous voulez, de la présente conférence. Je me référerai à cet égard à un Michel Foucault déjà ancien, on peut dire le Michel Foucault du début des années 50, où il faisait encore de la psychologie, chose qu'il a d'ailleurs faite à Clermont lorsqu'il est arrivé. Donc en 1954, Michel Foucault, dans Maladie mentale et personnalité, qui a été ensuite réédité sous le titre Maladie mentale et psychologie, mettait en cause l'évidence de ce parallèle. Donc, je le cite, même méthode, pense-t-on, pour répartir les symptômes dans les groupes pathologiques et pour définir les grandes entités morbides. Cette méthode, qui est fondée sur un postulat du parallèle entre le physique et le mental, puisqu'il sous-tend le parallèle entre les maladies organiques et les maladies mentales elles-mêmes, ce postulat n'atteste pas la réalité déterminée d'une maladie mentale. Donc, mon problème sera, sur l'exemple de la schizophrénie, d'étayer peut-être la mise en cause qu'accomplissait Foucault en 1954. Les maladies mentales peuvent être pensées comme des maladies en strict parallèle avec les maladies organiques. N'y a-t-il pas quelque chose qui fait problème dans ce parallèle même?
Et que s'est-il passé lorsqu'a émergé la schizophrénie comme regroupement de symptômes? Je dirais que mon analyse portera essentiellement sur l'histoire même de ce regroupement avec son auteur, à savoir Eugen Bleuler, à partir de 1908. Bon. La schizophrénie a un baptême, puisque même si c'est une réalité éternelle, ce qui n'est pas certain, elle a tout de même un baptême médical et historique. 1908, congrès annuel des aliénistes allemands, Bleuler se fait immédiatement un nom parce qu'il se distingue de son grand prédécesseur et à certains égards mentor, Kraepelin, qui parlait encore, avec son autorité de grand psychiatre international, de démence précoce. Bon. La schizophrénie va se distinguer de la démence précoce. Elle va en quelque sorte sortir de cet incubateur pour acquérir des traits propres, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des symptômes qui seraient communs, d'une part la démence précoce, d'autre part la schizophrénie. Ce qui d'ailleurs expliquerait le fait que le terme de schizophrénie, que le concept de schizophrénie n'ait pas été reçu sans résistance, tant d'ailleurs en Allemagne qu'en France. Chose que j'aurai l'occasion d'évoquer, parce que je vais aussi faire fond sur une partie de l'histoire de la réception de la schizophrénie dans la psychiatrie française. Je déplore d'ailleurs que cette histoire ne soit pas si travaillée, comme si l'héritage intellectuel de la psychiatrie française avait dû être jeté par-dessus bord à partir du moment où les différents DSM sont devenus des références centrales. Bon, conceptuellement, il me semble qu'on avait encore beaucoup à apprendre de la manière dont la schizophrénie avait été en quelque sorte reçue et baptisée aussi dans le domaine français, avec en particulier quelqu'un comme Henri Hay. Bon. Donc, une grande entité morbide, pour reprendre le terme de Foucault de 1954, émerge avec Bleuler à partir de 1908. Le grand baptême est en fait réalisé avec l'ouvrage fondamental de Bleuler en 1911 qui s'intitule Démence précoce ou le groupe des schizophrénies. Il est très étonnant de constater qu'il a été traduit en France très exactement en 2017. Il a mis donc plus de 100 ans pour arriver dans la littérature française. Il a d'ailleurs été acclimaté en France par des psychanalystes. Bon. Alors, la chose n'est pas surprenante. Bleuler, en effet, n'est pas seulement célèbre pour être, si l'on peut dire, l'inventeur de la schizophrénie, si ce terme a un sens, mais aussi pour appartenir même de manière peut-être marginale au mouvement psychanalytique. Bon. Ses rapports avec Freud sont connus, ses rapports avec Jung également. Jung est un collaborateur de Bleuler à Zurich. C'est même en un certain sens un élève, mais aussi d'une certaine manière aussi un maître, étant donné qu'il y a eu une interaction entre les deux. Alors, que signifie l'émergence du concept même de schizophrénie? Et d'abord, que voulait-il dire? Bon, si l'on veut que cette entité morbide ait une vie et éventuellement une mort, encore faut-il savoir de quelle entité il s'agit. Schizophrénie a été forgée pour désigner la... Alors, il y a plusieurs traductions possibles, il y en a eu plusieurs en français d'ailleurs, la dislocation, la dissociation de l'esprit. Bon. Alors, le terme fait problème étant donné la description que va donner Bleuler, puisque si l'on regarde bien, il y a, en regardant les choses d'un peu loin tout d'abord, 4 aspects majeurs de la schizophrénie selon Bleuler. C'est une affection de la pensée, et c'est d'ailleurs ce qui lui vaut son nom, ce qui veut dire qu'il y a un primat pour Bleuler de l'affection de la pensée sur les autres traits qui apparaissent peu à peu. Le second, c'est la volonté, l'affaiblissement de la volonté. Le troisième, il est aussi célèbre, c'est l'affect, avec un trait d'autisme, concept qu'emploie Bleuler, mais dans un sens qui n'est pas celui de ceux qui le reprendront ensuite, à savoir Léo Kanner et Asperger. Mais il y a un autisme schizophrénique, et le terme d'autismus est d'ailleurs forgé par Bleuler lui-même. Bon. C'est une question d'ailleurs de savoir dans quelle mesure l'autisme peut ou non s'émanciper
de son berceau schizophrénique tel que Bleuler l'avait constitué. Un des disciples de Bleuler, à savoir Minkowski, grand psychiatre et philosophe oublié, ou à certains égards oublié, enfin, du moins à une certaine époque, il est en train de refaire surface avec les philosophes, considérait que l'autisme était un trait de la schizophrénie, et même le trait essentiel. Bon. Il n'y avait peut-être pas d'ailleurs à cet égard d'accord absolu entre l'élève Minkowski, Eugène Minkowski, et le maître Eugen Bleuler. Donc, il s'agissait, en faisant irruption dans le monde psychiatrique, si on peut dire, du moins par son concept de schizophrénie, de recombiner les symptômes de manière à leur donner une forme de cohérence, si c'était possible, parce que la schizophrénie résiste peut-être à cette tentative de cohérence, on le verra avec Deleuze, hein, un peu plus loin dans la suite de l'exposé, Deleuze et Guattari surtout, qui n'avaient pas tendance à mettre l'accent sur cet aspect-là. Bon. Mais Bleuler est un classificateur, c'est un unificateur, il veut comprendre ce qui caractérise la schizophrénie dans l'univers des maladies mentales. Est-ce qu'elle a des traits propres qui permettent de la reconnaître? Bon, ça sera d'ailleurs une question qui restera, je dirais, béante même maintenant. Euh, Est-ce qu'elle a quelque chose qui permettrait de la discerner chez les patients, enfin, sans équivoque, ou en tout cas avec le moins d'équivoque possible? Bon. L'Euler n'est pas seulement un théoricien, c'est aussi un thérapeute, hein, dans l'institution de Zurich qui s'appelle le Burg Ölsi. Bon. Alors, le mot lui-même, reprenons le mot allemand, il est célèbre parce qu'il est aussi employé par les Freudiens, mais pas dans le même sens. Breuiller parle de Spaltung. Seulement, de quoi s'agit, de quelle Spaltung, dissociation, coupure, s'agit-il? Bon. Alors, le premier problème que j'ai rencontré, le premier problème philosophique, je dirais que j'ai rencontré en regardant de nouveau cela, ce dossier, et en particulier le gros ouvrage de 1911, c'est de savoir quel est le statut du psychique, tout d'abord. Je vais distinguer plusieurs concepts. Le psychique, qui me semble-t-il, vaudrait mieux que le mental, même si d'aucuns considèrent que c'est synonyme. Bon. Donc, en fait, la schizophrénie affecte le psychique. Bleuler, s'il parle de schizophrénie, doit nécessairement postuler qu'il y a une unité possible du psychique. Ce qui est d'ailleurs peut-être un point de divergence possible entre les Bleuleriens, s'il y en a, mais il y en a eu, et des Freudiens. Bon. La dislocation psychique, qui est donc, je dirais, le trait essentiel de la schizophrénie selon Bleuler, est censée constituer une pathologie. Mais c'est un point bien. Qu'est-ce qui est affecté dans cette pathologie? Y a-t-il en quelque sorte une unité au moins tendancielle du psychique que la schizophrénie viendrait affecter? Mais imaginons qu'elle n'existe pas. La schizophrénie serait morte-née. À ce moment-là, elle n'aurait pas vécu du tout. Elle serait morte-née parce qu'elle correspondrait à une fausse description. Bon. Une sorte de pseudo-entité morbide. Bon. S'il y a une unité psychique tendancielle, à quoi la reconnaît-on? Alors, il y a dans la réception française de Bleuler des moments très intéressants parce que je vais essayer de l'utiliser à titre de réception critique de ma propre part à l'égard de la description que fait Bleuler de la schizophrénie. On pourrait presque dire même s'il n'avait pas accepté ce terme, de la construction de son concept. En particulier, il y a eu le premier moment, très précoce, hein, c'est immédiatement une année après la parution, donc qui fait à la fois scandale et qui fait aussi florès, qui est un grand succès, de la démence précoce ou le groupe des schizophrènes. C'est un psychiatre qui s'appelle Marc Trenel, qui écrit en 1912 à la revue Neurologie. Alors, il commence par adresser à Bleuler un reproche qui va être assez longtemps adressé à Bleuler par les psychiatres français. Bleuler a poussé beaucoup trop loin
les limites de son concept. Bon. La schizophrénie, d'une certaine manière, embrasse tellement en quelque sorte, que son contenu devient indéterminé. Bon. Mais il reconnaît tout de même un mérite à Bleuler, c'est d'avoir tenté de penser la dissociation. Alors, une chose m'a frappé également en préparant cet exposé, c'est l'étrange pas de deux, mais en quelque sorte plus officieux qu'officiel, plus sourd qu'explicite, entre Bleuner et un autre grand psychiatre français, philosophe également un peu oublié, qui s'appelle Pierre Janet. Bon. Le concept, d'ailleurs, il y a récemment dans la littérature sur Bleuler des tentatives de mettre en évidence, et je suis assez sensible à cela, c'est très récent, l'incidence de Pierre Janet sur Bleuler. Il y a au moins une intériorité. Janet, qui est un philosophe de formation, un normalien philosophe, mais qui est passé dans le champ de la médecine mentale assez tôt, qui a travaillé avec Charcot, publie sa thèse en 1889, elle s'appelle L'automatisme psychologique. Bon. Or, ce sera ensuite un des grands pontes de la psychiatrie française, hein, professeur au Collège de France, il introduit le concept de dissociation. C'est même son concept fondamental. Bon. Parce qu'il considère qu'il y a des niveaux de la conscience. Janet est célèbre pour avoir parlé de subconscient. Concept qu'on a longtemps considéré comme devant faire obstacle ou pouvant faire obstacle ou faisant scandaleusement obstacle selon les options au concept d'inconscient. Bon. Le subconscient s'obtient quand on descend dans les degrés de vigilance de la conscience et on fait apparaître expérimentalement la dissociation en utilisant l'hypnose, comme le faisait Charcot. Janet l'avait fait d'ailleurs avant lui. Bon. Donc, on fait apparaître expérimentalement un état de conscience subliminal qui peut s'appeler subconscient. Le subconscient, c'est pas de l'inconscient, comme son nom, hein, les noms divergent. Et on voit ce que peut être la dissociation du psychique. Donc, Janet et Bleuler ont en fait deux concepts communs. Un explicite, l'un s'appelle dissociation, l'autre s'appelle spalto. Vous pouvez toujours retraduire l'un dans l'autre. Ce que moi-même j'ai fait, j'ai commencé par faire. Je n'ai pas traduit par coupure, j'ai traduit par dissociation. En outre, ils ont une conception virtuellement commune de l'unité du psychique. La schizophrénie, c'est un concept qui requiert nécessairement qu'on ait posé comme postulat initial qu'il puisse y avoir une unité du psychique, au moins tendancielle, disais-je. Bon. Alors, Trenel le voit très bien. Trenel le voit très bien, et ce qui l'intéresse, alors, dans Bleuler, il va très précisément, il dit, il y a un postulat à l'arrière-plan de la pensée de Bleuler, qui est un postulat d'association des idées, si vous voulez, si ce concept est évidemment antérieur, et à Freud, qui l'utilise très tôt, et à Bleuler. L'association, c'est un concept qui appartient à l'histoire de la science de l'esprit, et cela émerge vraisemblablement chez Aristote, d'après ce que je crois savoir, dans les Parva Naturalia, hein, le traité de la mémoire et de la réminiscence, mais aussi, bien sûr, bien plus tard, dans la philosophie anglaise. Bon. On le trouve au XVIIIe siècle chez ceux qu'on appelle les empiristes. Le concept d'association, même si je n'étais pas empiriste, il sert en psychologie et en théorie de l'esprit, et il va être en fait commun à Janet, Freud et Bleuler, qui ont, si vous voulez, c'est très intéressant, un pôle de ralliement qui est la personne même de Charcot, à la Salpêtrière. Bon. Il a aimanté, en quelque sorte, si vous voulez, non seulement leur pratique, mais aussi leur théorie. Donc, la dissociation, c'est une pathologie des associations. Qu'est-ce qui peut... Alors, si on s'en tenait à une théorie, si je reprends un terme célèbre de Max Weber, je dis en allemand Wertfrei, c'est-à-dire de stricte neutralité axiologique, je dirais, pourquoi devrais-je postuler une unité des associations?
Les associations sont une sorte de fête. Elles sont en quelque sorte, elles s'entretiennent d'elles-mêmes dans leur propre train of thoughts, hein, comme disaient les Anglais. Et s'il doit y avoir une unité du sujet, ce que postule Böhler, ne serait-ce que comme thérapeute, peut-être plus que comme théoricien. Le thérapeute et le psychiatre, enfin, et je veux dire, le théoricien de la psychiatrie, sont peut-être des personnages schizophréniques. Oui, dans une relation, enfin, au sens vulgaire du mot, hein, dans une relation de tension très réelle. Parce que le thérapeute Bleuler veut, en quelque sorte, renforcer l'unité du sujet. Mais il se heurte précisément à sa quasi-disparition. En tout cas, à son affaiblissement, comme le dit lui-même. Et c'est particulièrement vrai sur le plan de l'abolie. Bon, qui est un des traits de la schizophrénie. Ou bien de l'ambivalence. Autre trait évolutif très caractéristique, en effet, je veux, je ne veux pas, de la schizophrénie elle-même. Alors, Trenel pensait que le centre de la pensée de Bleuler, c'était le concept, alors je le cite en allemand et ensuite dites-moi je traduis, Zielvorstellung, hein, ce qui se traduirait littéralement par représentation finale. C'est la représentation qu'il faut viser pour que toutes les représentations dans l'association des représentations, en allemand les Vorstellungen, euh, s'unifient. Je ne peux pas passer seulement les représentations comme étant, comme se succédant dans le temps, ce que Kant appelait le moi empirique, hein, bon, mais aussi comme visant étant un faisceau, visant une certaine fin, c'est-à-dire étant guidé, étant finalisé, étant causé rétroactivement par la fin. On appelle une causalité de rétroaction. Bon. Donc c'est ça l'idée. L'idée, c'est que, et je crois que Trenel a un coup de génie, parce qu'il comprend très bien cela chez Bleuler, ce que bien d'autres n'ont pas vu. Le psychique, ce n'est pas simplement un train d'association, pour parler franglais, mais c'est aussi un faisceau qui s'unifie par ce qu'il vise, parce qu'il a la force de viser une Zielvorstellung. Bon. Mais justement, la schizophrénie, dans ses différents aspects, c'est le crépuscule de cette représentation du. Ce que je vais maintenant essayer de préciser en déclinant selon les différents aspects que les Anglais appellent les 4 A, puisque c'est presque une sorte de mnémotechnique chez les psychiatres, en particulier anglais, pour reconnaître et parler de la schizophrénie. Bon. Il y a l'association se dissociant. C'est le premier des grands A. C'est celui qui donne son nom à la schizophrénie. Et j'ai essayé de préciser ce que voulait dire cette dissociation. La dissociation, c'est pas. Alors, je crois qu'il faut être très clair en ce qui concerne Bleuler. Il y a peut-être plusieurs Spaltungen, et de fait, il y en a qui sont rivales, au moins celle de Freud et des Lacaniens, et celle de Bleuler d'autre part, et ça ne coïncide pas. Je pense que Bleuler ne dirait pas Ich Spaltung, coupure du moi. Il dirait, il dit, coupure des associations. Ça ne veut pas dire qu'elles ne s'enchaînent pas, c'est un concept assez plus fin que cela, ça veut dire qu'il y a un relâchement de leur liaison. Ce qui se caractérise. Alors, c'est le trait majeur de ce que l'on pourrait appeler l'aspect cognitif. Je parle maintenant comme les contemporains de la schizophrénie. Le sujet ne parvient pas à donner à ces associations de représentation suffisamment de force. Et d'une certaine manière, c'est comme si un certain dynamisme du psychique se trouvait lui-même atteint. Et c'est là que Janet et Bleuler se rapprochent énormément. Janet utilise le concept de psychasthénie,
hein. Et je sais bien qu'on n'a pas tendance à lire en quelque sorte les différentes traditions autrement qu'en rivalité, et on ne les lit pas en quelque sorte en stéréophonie, mais on aurait intérêt à regarder de plus près l'histoire des concepts psychiatriques avec leur migration, qui peuvent très bien d'ailleurs se faire dans les deux sens, hein, de la France vers le monde germanophone, et est-ce qu'il faut dire autour? Non, parce que ça ne revient pas comme c'est parti. Bon, hein, voilà. En tout cas, double migration sans aucun doute. On pourrait dire la psychasthénie et l'affaiblissement du dynamisme psychique bleulerien sont quand même peut-être des faux jumeaux, mais quand même des jumeaux, si vous voulez. Bon, voilà. Euh, alors, continuons dans la tétralogie bleulerienne, hein, le 4A. Le second, c'est l'ambivalence. C'est le trait majeur. Alors, la volonté s'affaiblit sous forme d'ambivalence, selon Bleuler. Le sujet ne décide plus. Bon. Si le critère de la volonté, comme dit Aristote, c'est la décision, alors la volonté est affectée par ce oui-non, euh, qui éventuellement même n'alterne pas, mais coïncide et se contrarie. L'ambivalence est en quelque sorte statique. Bon. Donc, pour Bleuler, une sorte de défaite de la volonté du sujet. Enfin, une auto-défaite, une sorte de sabotage. Bon. Alors, un des concepts les plus productifs, et en même temps, sans doute, je crois, soumis au destin le plus controversé, c'est le concept d'autisme. Autismus, dans la langue de Bleuler. Le rapport avec le monde extérieur s'altère. Le sujet, alors, est-ce qu'il faut dire que le sujet se replie? Ça, c'est un point qui a été discuté dans la réception française. J'aimerais faire référence maintenant justement à quelqu'un que je nommais tout à l'heure, à savoir Henriet. Bon. Euh, avec un autre psychiatre en 1926, à savoir Guiraud, Henriet discute l'interprétation que propose Minkowski de la schizophrénie bleulerienne, et en particulier l'importance que Minkowski, dans son ouvrage sur la schizophrénie, accorde à l'autisme. Bon. Est-ce que finalement, l'autisme schizophrénique, j'insiste, hein, pas le syndrome qu'on appelle maintenant ainsi à partir de Kanner et Asperger, mais Kanner lui-même a repris le terme. Vraiment, il a pensé que l'autisme était quelque chose de distinct. Minkowski considérait que la schizophrénie, c'était essentiellement autistique. Bon. Mais le mot lui-même fait difficulté. Alors, je ne veux pas parler, je ne veux pas limiter la liberté des auditeurs, mais pour ma part, je ne veux pas parler de l'autisme canérien ou aspergerien, je veux parler de l'autisme interne à la schizophrénie, selon Bleuler et Minkowski. Euh, je cite Henriet et Guiraud. Bleuler, par l'importance qu'il attache aux troubles primitifs de l'association des idées, entre dans le groupe de ceux qui considèrent le malade, la maladie, surtout comme une dissociation intrapsychique. Alors, c'est à la fois la reconnaissance d'un fait, mais c'est aussi un reproche. C'est une des grandes questions, en un certain sens, encore pendantes dans l'histoire de la philosophie de la psychiatrie, dirais-je. Hein. C'est le fait que et considère que Bleuler, alors même qu'il admet un substrat organique à la schizophrénie, la décrit en des termes strictement psychiques. Ce que d'ailleurs le nom lui-même atteste. Bon. Alors, c'est un vrai problème pour lui. Alors, à l'époque, parce il va évoluer encore dans un sens de plus en plus favorable à Bleuler.
Mais en 1926, c'est encore un reproche sévère. C'est comme si Bleuler était en quelque sorte en désaccord avec lui-même, parce que tout en reconnaissant un substrat psychique, chose que Bleuler n'a jamais reniée, il ne peut décrire la maladie que comme maladie mentale. Et qui plus est, aggravant son cas, il doit décrire cette maladie mentale en termes essentiellement cognitifs. Parce qu'en un certain sens, la schizophrénie pour Bleuler, c'est essentiellement une maladie de la cognition. Elle retentit ensuite sur la volonté, enfin, ce qu'il veut encore décrire de manière très classique, ces différents aspects, la volonté, l'affect, et enfin, quatrième A, la conduite. Bon. La praxie. Bon. Alors, cette querelle que Henri et Guiraud cherchaient à Bleuler va se compliquer en fait, ou s'aggraver de la querelle qu'ils vont chercher à Minkowski, qui lui vient de Zurich, qui a eu un trajet très considérable, venait de Pologne, philosophe, psychiatre, bergsonien, euh, jeannettien aussi à certains égards, élève de Bleuler, et ensuite essayant de faire carrière en France. Bon. Grand spécialiste de la schizophrénie, maintenant presque totalement oublié, Minkowski, lui, est intéressé par le concept d'autos, qu'il croit trouver chez Bleuler, autrement dit le soi. Bon. Cette question que Bleuler, en fait, estompe, qui est sous-jacente chez lui, mais qui m'intéresse philosophiquement parce que moi, je voudrais la faire réémerger justement à partir de cette remarque critique d'Henriet et Guiraud à l'encontre de Minkowski. Finalement, Minkowski a une grande vertu. Moi, je voudrais, si vous voulez, défendre aussi Minkowski philosophiquement, peut-être même à l'encontre d'Henriet, ou du moins de l'époque, c'est-à-dire 1926. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'autos, de l'autisme? Et à vrai dire, cette question se pose encore. Hein. Qu'on parle de schizophrénie ou qu'on parle d'autisme, je veux dire, qu'on les identifie ou qu'on les distingue, la question demeurera. Qu'est-ce qui est affecté dans l'autisme? Bleuler considère que c'est les rapports du soi avec le monde extérieur. Bon, et ça veut dire alors qu'il y a un soi. Ça veut dire qu'il y a un monde du soi. Et c'est justement la difficulté qu'éprouve Guiraud à l'égard de la version minkowskienne. Minkowski considère que le schizophrène est autistique en ce sens qu'il... Alors, est-ce qu'il faut dire qu'il n'a pas la force de négocier avec le monde extérieur, on pourrait presque dire avec le principe de réalité, parce que c'est sous-jacent aussi chez Bleuler, hein, ou bien la vie s'affaiblit. Minkowski donne une interprétation bergsonienne de Bleuler. C'est la première version philosophique de la schizophrénie que je connaisse, du moins en France. Je passe sur les interprétations de Dasein Analyse, c'est-à-dire les interprétations enfin, heideggeriennes, même pas heideggeriennes. Par exemple, Gisela Pankov a étudié la schizophrénie à l'aide des catégories, disons, de Heidegger, être étant. Cette phénoménologie-là. Il y a la version phénoménologique heideggerienne de la schizophrénie, qui d'ailleurs a aussi refait surface en France. Celle de Minkowski, c'est l'interprétation bergsonienne de la schizophrénie. Donc, la schizophrénie devient, il faut le dire, à partir de ce moment-là, on est dans les années 20, il y a au moins ce mérite, un objet philosophique. Ce qu'elle ne cessera pas d'être, en particulier en France. On sait que le grand moment, l'acmé de cette, comment dire, de cet enjeu philosophique ou de cette mise en jeu philosophique de la schizophrénie, c'est les années 69-72, Logique du sens de Deleuze et les ouvrages de Deleuze et Guattari. Bon. Où il est question de schizo. Parce qu'à l'époque, c'est ainsi qu'on parle. Bon. Alors, je pourrais également citer des interprétations italiennes, hein, qu'il ne faut évidemment pas oublier, et les connexions que Deleuze et Guattari ont avec les Italiens. Bon. Et sans parler des lectures italiennes de Bleuler, hein, qui n'ont pas manqué, parce que les Italiens s'y sont intéressés avant les Français, puisqu'ils avaient aussi la vertu de traduire bien plus que les Français l'ont fait, puisque quand même, 2017, c'est tardif par rapport à 1911. Hein. Bon. Bleuler était célèbre, mais pas lu.
Henriet, on avait traduit des morceaux, lui, parce qu'il lisait l'allemand. Beaucoup le lisaient au travers si vous voulez, des articles qu'Henriet, par exemple, avait pu écrire. Je cite le suivant, justement, pour voir comment cela se relance d'abord dans le monde psychiatrique français, au travers d'Henriet, avant d'aborder la grande gloire de la schizophrénie dans le monde philosophique français avec Deleuze et Guattari. Bon. Donc, Henriet, en 1934, précise le sens de la schizophrénie. Alors, c'est un article très remarquable de l'évolution psychiatrique qui s'intitule Position actuelle des problèmes de la démence précoce et des états schizophréniques. Alors, chose remarquable, il n'a pas encore abandonné la démence précoce. Schizophrénie, le Bleuler n'a pas encore emporté sur Kraepelin. Il y a un certain conservatisme de la description, qui d'ailleurs peut-être pas infondé. Ils ne veulent pas se laisser forcer la main, si vous voulez, par Bleuler, d'autant que Bleuler il commence à être suspect de freudisme, comment dire, freudisme implicite. Bon, ce qui n'arrange pas sa cause auprès des psychiatres français dans les années 1920-1930. Qu'est-ce que la schizophrénie selon Henriet, qui cette fois-ci maintenant écrit tout seul? Une destruction, une modification de la pensée et de la vie affective. Alors, la description la plus remarquable que j'ai lue sous sa plume est la suivante, qui permet d'élucider ce que peut être la schizophrénie pour quelqu'un comme Henriet dans les années 30. Dans l'ordre de l'activité intellectuelle, impossibilité d'accéder à l'activité proprement synthétique de l'esprit. Vous allez voir que la description que donne Henriet de la schizophrénie selon Bleuler, c'est du Janet dans le texte, ou plutôt dans le sous-texte. Bon, je précise. Et ensuite, il y a un arrière-plan philosophique que je voudrais tirer. La schizophrénie, c'est vraiment un objet philosophique. Bon. C'est un très beau laboratoire. Dans l'ordre de l'activité intellectuelle, impossibilité d'accéder, pardon de le répéter parce que je voudrais souligner l'expression, à l'activité proprement synthétique de l'esprit, par quoi l'effort mental, deuxième concept, parvient à maîtriser l'ensemble des automatismes qui tendent constamment à dissoudre la personnalité, à la réduire à une pluralité de systèmes de tendance autonome. Dissociation. Bon. Alors, la description de la dissociation, c'est-à-dire du premier grand A, celui qui donne son nom, ce qui est donc le plus important, aussi bien pour Bleuler que pour E, mais pas pour Minkowski, qui lui est une sorte de phénoménologue bergsonien. C'est si l'on se place du côté, entre guillemets, de la normalité, au moins virtuelle. L'activité proprement synthétique de l'esprit, c'est un concept janétien. Il redécrit la schizophrénie bleulérienne avec des concepts littéralement janétiens. Bon. Mais je ne l'interprète pas comme étant, en quelque sorte, la réduction d'une pensée étrangère à des concepts hérités de la tradition à laquelle Henriet appartient immédiatement parce que jamais leur maître. Bon. C'est la génération immédiatement précédente, des grands philosophes psychiatres. Mais je considère qu'en fait, il peut aussi le lire chez Bleuler. C'est pas une trahison. Mais derrière Bleuler et Janet, qu'est-ce qu'il y a? L'activité synthétique de l'esprit, qui la réalise? Quelle est l'instance qui réalise ou réaliserait, peut-être le mettre au conditionnel, l'activité synthétique de l'esprit qui permet de maîtriser l'ensemble des automatismes qui tendent constamment à dissoudre la personnalité? C'est également des années dentaires. C'est l'automatisme psychologique du 189. Vous voyez, les deux groupes de concepts que je viens de citer sous la plume d'Henriet appartiennent à Janet, mais ils servent à décrire la schizophrénie bleulerienne. Bon, alors, si ça marche, et je pense que cette opération de traduction risquée, je fais le pari qu'elle peut marcher, qu'est-ce que je vais pouvoir tirer, si vous voulez, de cette traduction, qui n'est pas seulement une traduction linguistique, mais surtout une traduction conceptuelle. La schizophrénie met en jeu le concept, alors,
Elle met en jeu le concept de soi dans l'autisme. Elle met en jeu le concept de moi à plusieurs égards, et en particulier dans l'unité du psychique, avec une instance qui maintenant émerge, mais qui n'est pas nommée comme telle. Mais, si vous voulez, là, on peut lui trouver un nom. C'est ce nom-là. Qui réalise l'activité proprement synthétique de l'esprit. Dans la tradition philosophique, le concept qui sert à désigner cette instance, c'est le moi. Bon. Donc la schizophrénie, ce serait une affection du moi dans ses différents aspects, cognitifs, volitifs, affectifs, pratiques. C'est vraiment le 4A. Bon. Alors, si vous voulez, voilà un premier bilan relatif à Bleuler, à son apport. Apport contesté, mais finalement de plus en plus reconnu. À la fin des années 30, Henriet lui-même, finalement, accepte la schizophrénie, si on peut dire. Bon. L'entité morbide ne s'est pas imposée facilement. Euh, elle a rencontré des résistances qui ne tiennent pas simplement à des différences de tradition nationale, ça c'est l'explication trop facile, hein, que je n'accepte jamais. Euh, mais je crois surtout qu'il y a une sorte de tremblay conceptuel qui subsiste. C'est à cela que je voudrais m'intéresser maintenant. Euh, donc, la schizophrénie, c'est un objet philosophique depuis les années 20 en France. Ça n'a pas cessé de l'être. Alors, il faudrait faire un sort, bien sûr. Euh, je vais conclure en 2 temps et en 10 minutes. Il faudrait s'intéresser à ce grand moment deleuzien ou deleuziano-guattarien, avec leurs connexions italiennes, qui ont été nombreuses à l'époque. Hein. La réception italienne est plus chaude que la réception anglaise. Bon. Ce qu'on peut. Alors, il faudrait quand même avoir la justice de mentionner quelqu'un qui a interprété la schizophrénie avec des catégories philosophiques. Je veux parler de Ronald Lang, mais qui lui est un sartrien. Il y a une théorie sartrienne de la schizophrénie. Pour lui, ça marchait assez bien. Il se fondait sur le Sartre de l'être néant. Bon. Donc, la dissociation pouvait recevoir un sens. C'était une affection du moi. Bon. Donc, la schizophrénie fait plusieurs apparitions sous des vêtements philosophiques différents. Déjà troublant. Bon. Alors, est-ce un prétexte? Je ne crois pas. Parce qu'elle met en jeu de vrais problèmes qui sont des problèmes de philosophie d'esprit, comme on dit maintenant, qui sont des problèmes d'éthique, mais qui sont sans doute aussi, on le voit chez Minkowski, des problèmes métaphysiques. Bon. Et par exemple, chez Deleuze, c'est particulièrement patent. La schizophrénie, c'est une sorte de laboratoire philosophique pour Deleuze, avant que ce ne soit Deleuze et Guattari, parce que c'est d'abord logique du sens, et c'est Deleuze seul qui a signé. Bon. Deleuze, lui, part des travaux de Mélanie Klein. Il faudrait également nommer. La schizophrénie se voit attribuer une importance centrale dans la logique du sens au travers du personnage d'Artaud, à l'époque pour Deleuze, parce que il s'agit, c'est l'objet de l'ouvrage qui s'intitule Logique du sens, de penser l'émergence du sens à partir du non-sens. Où trouver le non-sens? Bon, il fallait, à moins de descendre du sens au non-sens, comme le faisait par exemple Janet, bon, comme le faisait Bleuler, mais pour Deleuze, c'était en quelque sorte une impasse. Il faut remettre, si je puis dire, la schizophrénie sur ses pieds. Deleuze a à l'égard de Bleuler une attitude qui consiste précisément à le renverser, un peu comme Marx a pu faire à propos de Hegel, hein, et dans un sens assez proche. Je vais remettre la schizophrénie sur ses pieds, c'est-à-dire partir du non-sens. Donc, cesser, vous voyez, ce qui est très important, le geste philosophique est tout à fait considérable, et à mon avis, il est peut-être irréversible. Là, nous sommes en 69. Hein. Bon. Partir du schizo, comme il dit, donc de ce qu'il appelle la position schizoïde
ce qui ne désigne pas une entité morbide. C'est pas une maladie. La schizophrénie, c'est pas une maladie. C'est une position presque idéale, ne me trompons pas sur le sens du mot, hein, c'est-à-dire que je ne vais pas nécessairement trouver des exemples dans l'expérience, hein, ce que ça veut dire, euh, où il n'y a pas de corps propre encore constitué. Il y a une émergence du corps propre. Ça, d'une certaine manière, c'est surenchérir par rapport à Merleau-Ponty, qu'il faudrait, je crois, nommer d'ailleurs dans cette discussion. Hein. Euh, L'émergence du corps propre n'est pas faite. La position schizoïde, c'est une sorte d'extraterritorialité par rapport à l'idée que nous avons un corps tout constitué. Donc la schizophrénie permet de penser une genèse du corps propre. Ça, c'est un trait, ça, c'est le trait de génie d'un ouvrage qui, par ailleurs, je veux dire, ne contient que des traits de génie. C'est la logique du sens. Bon. Donc la schizophrénie devient le laboratoire de l'émergence du sens. Et après tout, il s'agissait de prendre Bleuler à la lettre, mais en le renversant. Oui, le bon usage de Bleuler, c'est l'avoir en quelque sorte renversé dans sa problématique en ne postulant plus qu'il y ait une activité synthétique, mais pas davantage un corps propre. Parce que Deleuze prend le problème au niveau de l'immanence, comme il a toujours fait. Et donc part de l'absence du corps propre plutôt que de partir de l'absence de l'activité synthétique de l'esprit. Bon. Mais d'une certaine manière, ce geste qui n'est pas anti-bleulerien, qui est plutôt, je dirais, le dernier avatar de l'importance philosophique de la découverte, ou, comme vous voudrez, de l'invention, dans son sens ancien du mot, de la schizophrénie par Bleuler. Bon. Deuxième aspect de ma conclusion, donc, outre le fait, je dirais, euh, la schizophrénie comme maladie mentale ne risque pas de mourir, même si les DSM, dans leurs différentes versions, sont censés apporter un démenti à cette assertion, je ne crois pas personnellement recevoir un démenti de la part des différents DSM. Bon. On ne se situe pas sur ce plan-là. La schizophrénie, c'est un objet à penser, comme disait Lévi-Strauss, bon à penser, et qui le demeure parce que c'est un enchevêtrement de problèmes philosophiques. Si nous revenons pour conclure sur le faisceau de problèmes que la schizophrénie, dans son émergence, apporte avec Bleuler, même si lui-même ne met pas nécessairement le doigt sur ces problèmes, ce sont ses lecteurs, philosophes, éventuellement psychiatres, philosophes, de différentes traditions qui le font. Mais même si ce sont différentes traditions, sartriennes, bergsoniennes, heideggeriennes, bergsono-deleuziennes, parce qu'il se trouve qu'il est aussi bergsonien, donc éventuellement vitaliste. Ce que nous avons à faire avec Deleuze, déjà avec Minkowski, à des vitalistes. Bon. La schizophrénie pose un problème d'unité. Mais de quelle unité s'agissait-il? Bon. Bleuler avait-il tort? C'est peut-être un reproche qu'on pourrait encore lui faire, ou que je lui ferais, à la fois de postuler sourdement qu'il y ait une unité du psychique, qui soit une unité de but, mais en même temps sans préciser, sans jamais véritablement mettre l'accent, élucider la nature de cette unité. Alors Trenel, effectivement, en 1912, avait mis le doigt sur la question. Même si lui-même, bien sûr, adhérait à la conception bleuyérienne, le psychique n'a d'unité que dans l'effort. Ce qui est en fait le concept central, c'est le concept d'effort, comme l'a très bien vu Henriet dans les années 30. Le sujet doit, à ce moment-là, on a le normatif du thérapeute. Et c'est peut-être cela qui fait problème. Est-ce que c'est le thérapeute qui joue des tours au théoricien dans la personne de Bleuler? Le thérapeute doit, en quelque sorte, postuler cette unité d'effort qui donne au sujet la cohérence dont il doit faire montre en vertu du principe de réalité. Ce que Deleuze fait philosophiquement, c'est l'époquer, comme on dit en philosophie, la suspension
de cette normativité de l'unité d'effort qui est encore très présente chez Janet, par exemple. Il y a un moralisme implicite dans l'émergence de la schizophrénie. Je dirais, Bleuler, lui rendre justice, c'est peut-être ce qu'ont fait Deleuze et Guattari, c'est justement de le prendre au sérieux sans ratifier son concept normatif, voire moralisateur, d'unité du psychique, au sens de je dois toujours m'efforcer de donner à mes représentations la plus grande cohérence possible, parce que c'est la, comment dire, la condition de mon admission dans le monde dit extérieur, c'est-à-dire en fait des interactions avec tous les autres. Bon. D'une certaine manière, il y a une injonction à l'unité qui fait partie de la thérapie. Alors, faut-il nécessairement la remettre en cause aussi brusquement? Sûrement pas. Je crois que la question est une question assez redoutable, surtout quand on l'adresse à un psychiatre en exercice. Mais ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est l'ambivalence, pardon de réintroduire un concept propre à Bleuler, de cet héritage bleulerien. Mais à la fois, le trait très remarquable qui est que le psychique, c'est quelque chose qui peut se décomposer. Mais est-ce que le régime, alors, je ne voudrais pas paraître trop paradoxal, mais est-ce que le régime normal psychique, c'est d'être décomposé? Et alors, qu'il faille un effort considérable, précisément, pour, en quelque sorte, qu'il se normalise ou pour qu'on le normalise? Est-ce qu'il y a un état sauvage psychique qui serait qu'il soit précisément décomposé? Je me demande si Bleuler n'a pas mis le doigt précisément sur cette chose-là. Ce qu'on pourrait appeler l'anomalie du psychique. Très bien. Voilà, ce sera vraiment la conclusion de la conclusion.